Salut Laurent. Alors aujourd'hui, j'ai envie de proposer un commentaire sur comment les clients mettent en place des protections dans leur vie et donc aussi en psychothérapie. Voilà. Et dans ce cadre-là, je vais croiser la perception de l'IFS, euh, Internal Family System, avec la compréhension qu'a l'analyse transactionnelle, qui est aussi très riche en termes de compréhension. Euh, je vais partir de l'analyse transactionnelle parce qu'avec l'IFS, il y a un point commun quand même qui est de dire que chacun d'entre nous met en place, pour se stabiliser, des protections vis-à-vis du monde externe. Quel est le but? Être accepté, en général, être valorisé. Et des protections vis-à-vis du monde intérieur. Quel est le but? Eh bien, se protéger de ce qui pourrait émerger de l'intérieur et devenir très dangereux, dérangeant pour l'équilibre. Donc, deux protections externes-internes. Alors, là, j'ai envie de parler de la forme que prennent ces protections. Elle est très variable, très variée. Et là, je vais parler surtout de ce qu'on appelle en IFS les managers, qui sont des protections proactives, c'est-à-dire qui mettent en place des comportements organisés à l'avance. C'est un système de vigilance du monde externe et interne pour lequel nous mettons en place des comportements. Alors, je vais être plus précis. En analyse transactionnelle, on appelle ça des messages contraignants. Alors, on appelle ça des messages contraignants. En IFS, on dirait que ce sont des parties qui possèdent certaines caractéristiques. En analyse transactionnelle, ce qui a été repéré, c'est qu'il y a souvent 5 caractéristiques majeures que les gens mettent en avant pour être acceptés de l'environnement. C'est appris très tôt dans l'enfance, évidemment. Quelles sont ces 5 caractéristiques? Elles sont simplifiées avec des vocables que je vais nommer et très brièvement commenter, parce qu'après, je vous renvoie au site de l'IFAT, Institut français d'analyse transactionnelle, sur lequel vous aurez des commentaires concernant ce qu'on appelle aussi les drivers. Driver parce que ça drive, ça nous guide. Voici les 5 mots. Il y a sois parfait, c'est comme des ordres, sois parfait. Fais des efforts, sois fort, dépêche-toi et fais plaisir. Ça sonne comme des ordres. Et on pourrait les compléter sous la forme de fais plaisir pour être accepté. Parce que si tu es accepté, tu as beaucoup moins de risques d'être agressé par le monde externe et que donc ton système soit chamboulé et que donc certaines blessures internes soient réveillées. Cet ordre est évidemment externe et il est aussi interne, c'est-à-dire ce message, ces parties protectrices invitent le système global à être sous cette contrainte-là, par exemple sur la contrainte de la perfection, soit parfait. C'est-à-dire quand la contrainte est interne, l'individu va produire des comportements, par exemple, extrêmement méticuleux, quand il est sous la contrainte de ce message soit parfait. En produisant ces messages méticuleux, eh bien, à la fois, il espère être valorisé et accepté par le monde environnant. Par exemple, le protecteur va s'organiser pour faire un exposé excellent, très parfait. Si j'étais sous la contrainte de ce message,
Par exemple, j'aurais préparé cet exposé pendant une journée complète, tout en étant également, malgré tout, très inquiet avant de le commencer, en me demandant s'il est suffisamment parfait. Est-ce que j'ai lu suffisamment de livres avant de m'autoriser à ce quart d'heure de présentation? Donc pourquoi? Parce que s'il y a moindre erreur, si je bégaye, que va-t-on dire de moi? Comment va-t-on me juger? Comment va-t-on critiquer cela? Donc il est important que je balise le système pour ne pas risquer le moindre impact provenant du monde extérieur. Prenons le soi parfait, hein, je vais prendre juste cet exemple pour aujourd'hui parce que sinon ça sera trop long pour cet exposé. Mais cette contrainte que met en place le protecteur a pour but principal d'éviter la souffrance liée à la critique de la moindre erreur. Il est probable qu'en sous-jacence, il y a un exilé qui a été blessé autour d'un droit à l'erreur qui n'a pas été accepté, d'un droit à l'imperfection qui n'a pas été validé. Il est probable que cet exilé a été critiqué ou méprisé ou dévalorisé dans le cadre d'un parcours enfantin dans lequel les erreurs sont incontournables et où les erreurs n'ont pas été acceptées, pas supportées par l'environnement, pas admises. Voilà. À ce moment-là, l'enfant se développe avec une croyance qui est si je ne fais pas d'erreur, je serai accepté. Ainsi, un système de protection se met en place pour contrôler les erreurs de manière externe et contrôler, entre guillemets, la réaction et le regard de l'autre de façon externe. Ce message contraignant peut aller jusqu'à demander à l'autre d'être parfait également. Parce que ces parties blessées et exilées ont une espèce de croyance que si le monde fonctionne dans une certaine perfection, tout ira bien. Si je suis parfait, si l'autre est parfait, enfin nous allons pouvoir respirer. Donc, pour revenir à la généralité, ces 5 façons de faire sont extrêmement fréquentes chez les protecteurs. Hein. Je vais très brièvement décrire à quoi correspondent les autres façons d'être, sans entrer dans les détails cette fois-ci, puisqu'on y reviendra si c'est intéresse certaines personnes. Sois fort, c'est un message qu'utilisent certains protecteurs pour contrôler l'émotionnel. Ne montre pas tes émotions, il y a quelque chose de dangereux à les montrer. Donc, montre-toi fort. Hein. Le prototype, c'est le combattant militaire entraîné pour la guerre. Voilà. Le message fait des efforts valorise la notion d'effort, comme cela l'indique. Tu as de la valeur si tu montres que tu bosses beaucoup, que tu transpires. Hein. Fais des efforts, montre que c'est dur pour toi. Et si c'est dur pour toi, voilà, c'est que tu n'es pas un feignant. Hein. Et derrière ça, il y a souvent des exilés qui n'ont pas eu le droit de se poser, de se reposer, de faire les choses à leur rythme et surtout de faire les choses avec facilité. Ça doit coûter. Ça doit coûter. Et si ça coûte, montre aux autres que ça coûte ce que tu fais. Et là, tu seras valorisé. Voilà une autre croyance de certains styles de protecteurs. Dépêche-toi, hein, autre chose. Hein. Et ça, c'est connecté à l'agitation. Si tu t'agites, ça montre que tu travailles beaucoup, tu fais beaucoup de choses. Hein. Et plus tu en fais en t'agitant, en allant très vite, plus tu as de la valeur.
Donc, montre aux autres que tu t'agites dans tous les sens, que tu vas très vite. Et là, en général, ça fait référence à un exilé qui n'a pas eu le droit, lui, effectivement, de prendre son temps, de respirer et d'être bien dans le silence et la tranquillité. Et le vide, ce n'est pas possible. Ça a été interdit pour plein de raisons. Quant au fait plaisir, hein, celui-là est très, très fréquent, cette contrainte-là, c'est débrouille-toi pour faire plaisir à l'autre qui est en face de toi, parce que si tu ne lui fais pas plaisir, attention à ce qui va t'arriver. Là, ça fait souvent référence à des enfants qui ont été conditionnés, effectivement, pour ne pas tenir compte de leurs propres besoins, mais tenir compte des besoins de l'autre. La blessure, elle est là, pour cela, hein, c'est mes besoins. Il s'agit de ne pas en tenir compte. Par contre, si je fais attention à ce dont l'autre a besoin, là, je n'ai pas de risque. Il n'y aura pas de sanction, pas de culpabilité. Voilà. Donc j'ai conscience que pour aller plus profondément pour ces 5 drivers, ces 5 caractéristiques qui sont très fréquentes chez les protecteurs. S'il y a des demandes, je pourrais le faire. Mais je voulais déjà, dans cette vidéo, commencer à expliquer que les protecteurs ont souvent des caractéristiques génériques qu'on peut repérer. Et que derrière ces caractéristiques génériques, il y a vraiment un désir d'être accepté, que la personne soit acceptée et valorisée. Alors, je m'arrête là pour avoir une première réaction de ta part quand tu entends tout ça, Laurent. Écoute, quel serait, à ton avis, l'objectif commun? Parce que ce que j'entends, c'est qu'effectivement, chaque protecteur est lié à son exilé, ou en tout cas à l'enfant Oui, blessé. oui. En faisant ça, c'est quoi son objectif? J'ai une petite idée, mais Alors, l'objectif commun des protecteurs, c'est toujours le même, c'est d'abord de stabiliser le système, de bloquer la souffrance interne, qu'elle n'émerge pas, et qu'elle n'émerge pas surtout à cause de stimulations qui pourraient provenir de l'extérieur. Donc, c'est de contrôler la relation entre l'individu et le monde extérieur. Dans le but, donc, je répète, que cette souffrance interne n'émerge pas et d'être accepté et valorisé, avec une espèce de façade socialement acceptable. Parce que souvent, en tout cas dans le monde actuel, il y a beaucoup de... C'est assez bien vu de faire plaisir aux autres. C'est très bien vu de faire les choses parfaitement. Certains domaines, on le valorise, hein. C'est parfois très bien vu de se contrôler, de bien savoir contrôler son émotionnel. Parfois, c'est très bien vu de montrer qu'on travaille beaucoup et que ça a été dur, hein, on a bien mérité son argent et ce qu'on fait. Et c'est également parfois très bien vu quand on montre qu'on court dans tous les sens pour satisfaire un employeur, pour satisfaire son conjoint. On montre, voilà. Donc, voilà l'objectif des protecteurs. Il faut qu'à tel que je le comprends, hein. Est-ce que ça te semble clair dit comme ça? ouais, pour moi, c'est très clair. Ce que je me disais, c'est des protections vis-à-vis effectivement d'un cadre social, essentiellement sur l'acceptation, Oui, garder du relationnel, une qualité de relationnel. oui. Euh, je vois pas dans quoi que ça rentre tout ce qu'on pourrait définir comme l'évitement, par exemple. Est-ce que c'est une autre type de protection, extérieure ou intérieure? Comment est-ce que tu verrais ça? Est-ce que tu veux dire que tu te demandes s'il y a certains protecteurs dont la stratégie est d'éviter, c'est ça que tu veux dire? Par exemple, si on part des principes des phobies, Oui, je pense que les phobies génèrent beaucoup d'évitement. oui, Dans quel cadre ça rentrerait? Est-ce que c'est aussi des protections vers l'extérieur ou est-ce que... oui. Alors, la phobie, on va dire, c'est un symptôme, hein. Bon. Souvent, alors,
il y a plein de sortes de phobies. Mais par exemple, il y a des gens qui ont des phobies et qui cachent leurs phobies. Ils vont éviter l'objet phobique, n'est-ce pas? Mais garder secrète leur phobie. Ou seulement à des gens vis-à-vis de qui ils ne peuvent pas les cacher, comme leur conjoint. Et je dirais que le protecteur, il serait peut-être proche d'un système soi fort, c'est-à-dire que le but va être de contrôler l'émotionnel au maximum et de le cacher si possible. Ça peut être une option de compréhension de ce que tu es en train d'évoquer. Alors, comme on l'a vu des fois, hein, dans d'autres vidéos, parfois les protecteurs échouent à leur tâche quand même, hein, n'oublions pas. Et ils échouent. Donc, un protecteur qui a pour but de contrôler l'émotionnel avec une espèce de force apparente ou de créer de la perfection peut échouer. Et quand il échoue, alors là, effectivement, il peut avoir une prise de relais avec des réactions somatiques diverses, des percées émotionnelles diverses, mais là, on quitte le domaine de la description des protecteurs. En fait, ce que je voyais, c'est par exemple quelqu'un qui a vraiment peur de prendre l'avion, l'ascenseur ou qui a peur des araignées, va mettre en place des stratégies pour tout faire pour éviter de faire ça, quoi. Est-ce que Oui, ça oui, rentre dans ton oui. schéma de protection? Oui, à mon avis, dans les phobies telles que tu l'évoques là, la phobie, on pourrait l'interpréter comme une émergence émotionnelle incontrôlée, symbolique en général, d'un exilé. On pourrait l'interpréter comme la parole cachée d'un exilé, la parole émotionnelle cachée et codée d'un exilé. Et j'aurais tendance spontanément à la postuler comme ça, euh, que les protecteurs vont tenter de faire taire par tous les moyens. Ça peut être en prenant un médicament qui va faire taire l'émotion, la phobie. Ça peut être par un travail comportemental, de contrôle. Et à ce moment-là, on rejoint les protecteurs. J'aurais tendance à le décrire ainsi. Donc en fait, on rentre dans ce que tu décrivais en préambule sur la protection intérieure. Oui, voilà, exactement. Exactement. Et d'une certaine manière extérieure, parce que c'est quand même pas bien vu d'avoir une phobie. On ne peut pas dire que ça valorise beaucoup, hein. Sans compter que ça empêche parfois des actions dans le monde extérieur. Mais on est à cheval sur les deux. C'est ça, on est à cheval sur les deux, hein. Alors comme on y est, est-ce que tu pourrais nous préciser le système de protection intérieure peut-être? Euh, Ce qui se passe, alors je vais être quand même synthétique parce que je voudrais que ces vidéos soient pas trop longues, hein. Ce que j'ai envie de dire sur le système de protection intérieure, c'est que euh, Freud l'avait déjà vu, hein, en psychanalyse, c'est comme ça que c'est vu, hein, également. C'est que à l'intérieur de nous, il se passe plein de choses depuis longtemps, depuis qu'on est né, et peut-être même avant. Il se passe plein de choses. Certaines choses sont autorisées à l'expression. Et dans ces cas-là, ce qui se passe dans le monde extérieur est bienvenu. Ce qui se passe dans le monde intérieur est bienvenu, accepté. Voilà. Mais là où ça se complique, c'est quand le vécu du monde intérieur n'est pas autorisé à l'expression externe. Alors là, ça se complique. Et c'est à ce moment-là qu'interviennent les protections. Et des protections qui sont bienvenues, qui sont très utiles, hein. Si un enfant, quand il se développe dans son monde intérieur, a une énorme agressivité pour une bonne raison, même avec un petit copain et qu'il veut lui sauter dessus pour lui crever un œil, il est légitime que les parents aident cet enfant à développer un système de protection qui va consister à contrôler l'émotionnel. C'est extrêmement sain et
socialement productif. Parce que ça va permettre à l'enfant de transformer cette énergie intérieure, de passer d'un passage à l'acte à une parole, par exemple, qui va nommer l'émotion. Donc le système de protection est quelque chose d'extrêmement sain à la base. J'ai donné l'exemple d'un passage à l'acte avec une action agressive, mais ça pourrait être un passage à l'acte verbal, hein, une insulte. Malheureusement, parfois, à notre époque, il peut arriver que les systèmes de protection ne soient pas mis en place dans certaines éducations, ce qui peut donner des enfants qui vont valider que insulter est tout à fait normal. Une fois adulte, ça pourrait être tout à fait normal pour eux, parce que le système de protection est défaillant, complètement défaillant. Il n'a pas été suffisamment bien mis en place. Et du coup, les pulsions internes, les impulsions internes vont émerger, et c'est le monde externe qui va les subir. Et puis, parfois, c'est l'inverse. Il y a des systèmes de protection qui vont être extrêmement rigides, trop rigides, à tel point que l'enfant ne pourra même pas exprimer une émotion, de tristesse, par exemple, dans certaines familles. Ça sera mal vu. Et donc là, on va arriver dans des systèmes psychiques qui vont être plutôt contraints. Et ces contraintes vont créer parfois des somatisations, parfois des rigidités somatiques ou autre chose. Et nous, souvent, en psychothérapie, dans libéral, on travaille plutôt sur les systèmes contraints. En psychiatrie, souvent, ils travaillent sur les systèmes fracturés, je dirais. Hein, quelqu'un qui passe dans un délire, quelqu'un qui va dans un passage à l'acte, tout ce qui est système fracturé, c'est la psychiatrie et la justice qui va le récupérer. Tout ce qui est système contraint, souvent, c'est dans les accompagnements libéraux qu'on va voir ça. C'est rare qu'on voit en libéral, ça arrive, hein, mais c'est rare qu'on voit en pratique libérale des psychotiques, des gens ayant des systèmes fracturés. Ils passent d'abord par les médicaments et ensuite en libéral éventuellement. Et c'est rare qu'on voit en libéral des délinquants, des toxicos. Souvent, on les voit dans des structures, comme par hasard. On les consulte, les psychothérapeutes qui consultent, qui reçoivent des gens ayant des systèmes fracturés, travaillent dans des structures, et ce n'est pas par hasard. C'est parce que les structures permettent de mettre en place les cloisons euh, qui permettent au système fracturé d'être maintenu pour que l'accompagnement thérapeutique puisse avoir lieu. C'est pour ça qu'on ne les voit pas en libéral, de mon point de vue. Voilà, donc un premier jet sur les, en tout cas, ce que j'ai envie de dire sur la protection interne. Tu as une remarque là-dessus en termes de conclusion? Puis je conclurai avec toi. Écoute, là, en termes de conclusion, on pourrait imaginer que les protecteurs soient une forme un peu d'ennemi qui contraint, qui est sous la contrainte, etc. Et ce que j'entends là, c'est qu'ils sont aussi nécessaires. Donc, il y a une recherche d'équilibre peut-être. Complètement. Complètement. Ils sont nécessaires au système. Là où ils deviennent problématiques et dangereux, contrairement à ce qu'on pense, c'est soit quand ils sont lacunaires, absents, soit déviants, c'est-à-dire qu'ils ne protègent pas au bon endroit de la bonne manière, soit quand ils sont rigidifiés, c'est-à-dire quand eux-mêmes portent un fardeau, probablement transgénérationnel, quelque chose qu'ils ont acquis en termes de contraintes et qu'ils reproduisent en termes de contraintes de manière inadéquate. Donc voilà.
Donc voilà un résumé sur le croisement entre analyse transactionnelle et IFS, autrement dit, un résumé autour de comment les couleurs que peuvent prendre parfois les protecteurs dans nos vies.